Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, l'Alliance française de Toronto, en partenariat avec Ciné Franco et le Bureau du Québec, organise un mini-festival de cinéma québécois. Et aujourd'hui, je donne la bienvenue donc au réalisateur du film 14 jours, 12 nuits, Jean-Philippe Duval, ainsi qu'à la fondatrice de Ciné Franco, Marcelle Léand, pour donc une entrevue spéciale. Cet échange sera ensuite suivi d'une séance de questions-réponses avec le public, donc avec vous. N'hésitez pas à laisser vos questions donc, dans le chat et nous les poserons à la fin de l'échange. Voilà, je laisse donc la parole à Marcel. Alors, merci Olympia et merci infiniment, Monsieur Duval, de nous accorder de votre temps pour parler de votre film que je dirais qui est une apothéose de beauté visuelle, musicale et émotionnelle. 14 nuits et 12 jours a gagné le prix du public au Festival du film de Saint-Paul à Minneapolis et il a également obtenu le prix Iris de la meilleure direction de la photographie et une nomination pour Anne Dorval pour la meilleure interprétation féminine pour le premier rôle. Et auparavant, j'aurais voulu vous rappeler à tous que nous sommes en présence d'un réalisateur exceptionnel et très estimé du cinéma québécois. Vous avez obtenu 3 prix Gémeaux, dont un en 2015 pour la série dramatique Unité 9 sur les femmes dans les conditions de détention. Vos films ont été maintes fois célébrés et nommés pour les prix Jutra en 2000 pour votre premier long métrage, Matrony et moi, en 2010 pour Dédé à travers les brumes. On vous dit humaniste dans le choix de vos œuvres, à la fois documentaires et de fiction. Personnellement, j'ai eu la joie de programmer Matrony et moi à Ciné Franco, La Chasse-Galerie, La Légende, Neuf, avec votre sketch Hystérie. Mais vous êtes dur à situer, comme vous l'avez dit, dans une entrevue avec Radio-Canada, mais on y reviendra. Donc, à propos de 14 nuits et 12 jours, j'aimerais vous parler du côté à la fois documentaire de la vision cinématographique du Vietnam, les beaux paysages, les rues bruyantes, mais aussi des personnages. Par exemple, la femme à l'orphelinat dit à Isabelle, les étrangers sont venus un jour tuer nos parents et viennent voler nos enfants. Tu y parles également de l'opprobre de la guerre d'Indochine et des dévastations de la guerre du Vietnam, avec toutes les tragédies qu'elle a eues dans sa vie. Alors, j'aimerais bien que dans ce contraste à la fois de beauté extérieure et de blessure intérieure, vous nous parliez un petit peu de votre tournage au Vietnam et de vos rapports avec les Vietnamiens. D'abord, merci. Quelle belle introduction. Ça me touche. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce beau film qui, vous savez, quand on fait du cinéma, quand on fait de la création, on n'est pas conscient, ou enfin, on n'est pas toujours conscient de tout ce qu'il y a dans une œuvre. Je vous dirais que 14 jours, 12 nuits résonne encore beaucoup chez moi, personnellement. Évidemment, il y a des échos à ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais pour parler du film et du Vietnam, j'ai été depuis longtemps en connexion un peu spirituelle avec le Vietnam et l'Asie. J'ai vécu en France, j'ai des amis français qui ont vécu au Vietnam, qui sont, dans certains cas, même mariés avec des Vietnamiennes. La scénariste du film 14 jours, 12 nuits a elle-même adopté une jeune enfant au Vietnam et en Chine. Ma sœur a adopté aussi en Chine. Donc, bref, ça fait partie un peu de mon environnement. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire que la scénariste Marie Vien avait développée au départ qui, oui, effectivement, met en parallèle à la fois l'espoir et en même temps les horreurs de la guerre. Hein. C'est un peu ça. Et mon coin de pays, le Québec, que vous connaissez, même jusqu'en écho géographique avec la baie d'Along, les îles du Bic au Québec. Donc, tout le film a été construit comme ça dès le départ. Je ne veux pas m'étirer trop longtemps, vous pourrez me poser des questions, mais
le film est en mode binaire, hein, entre, bien sûr, entre ces deux femmes de deux continents différents, entre cet enfant adopté qui quitte le monde, son monde à elle, qui vient vivre en Amérique et qui malheureusement décède. Et donc, la vie et la mort sont entremêlées aussi dans le film. Et oui, la beauté des paysages et l'horreur de la guerre, c'était certainement une façon de poser ma lumière sur les horreurs de la vie, parfois, et d'essayer comme je l'ai dit parfois en entrevue, j'ai dit, mais c'est un film qui tend la main, c'est un film qui veut parler de réconciliation. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on serait dans une guerre aussi atroce actuellement en Europe. Mais c'était dans mes volontés de dire, ben, il faut réparer. Il faut réparer des blessures du passé, que ce soit à l'échelle de l'intimité ou à l'échelle plus globale. Et donc, voilà un film qui a beaucoup habité de ma vie, oui, dans les dernières années. Oui, justement, vous aviez dit quelque chose de prophétique à un moment donné. Vous avez dit, j'avais envie de faire un film sur la paix, sur la possibilité en tout cas. Et ça résonne en ce moment avec nous, avec la guerre en Ukraine. Et certains analystes comparent justement ce qui se passe, ce qui s'est passé au Vietnam et ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Qu'en pensez-vous? Je vous dirais d'abord que malheureusement, il y a quelque chose d'universel dans la guerre. C'est tragique à dire, mais la guerre traverse l'humanité depuis la nuit des temps. Je ne vous apprends rien. Il y a un parallèle, moi je le vois d'un point de vue humaniste, hein, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Il y a des familles décimées, il y a des bombardements. Le personnage de Thuy dans le film 14 jours, 12 nuits est une orpheline de la guerre du Vietnam. Sa famille a été décimée dans les derniers bombardements que les Américains ont faits à Hanoï. Et donc, je peux imaginer qu'il y aura des films autour de cette horreur qui se passe maintenant en Ukraine. Les comparaisons sont à l'infini, mais je ne ferai pas un discours politique. Je ne suis pas un politicien, mais je suis certainement préoccupé par ce qui se passe. Et j'ai toujours cru, de toute façon, que le cinéma pouvait, et la création et l'art en général, pouvait nous apporter des zones de réflexion, des zones de paix intérieure, le temps d'une projection d'un film, le temps d'un opéra, le temps d'un album de musique. Et le travail que je fais est un travail, dans ce cas-ci, je dirais, plus proche de la poésie peut-être que du pamphlet politique. 14 jours, 12 nuits est pour moi une façon aussi de traduire l'amour de la vie. Malgré la perte d'un enfant qui est une abomination, cette femme, Isabelle, retourne au Vietnam pour penser ses blessures, pour trouver un sens à sa propre vie, retrouver les traces de sa fille et aussi peut-être même comprendre c'est quoi l'adoption. Je veux dire, quand on adopte, pour l'avoir vécu de près avec ma sœur, il y a des dimensions très personnelles, très intimes qui nous permettent d'avoir un enfant, de le protéger, de l'abriter, de l'aimer. En même temps, ça pose certaines questions aussi quand on regarde de façon plus globale sur le rapport entre les peuples. Vous l'avez dit vous-même, cette sage-femme. Et j'ai beaucoup aimé cette scène dans le scénario, quand Marie vient, l'auteur, nous, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, fait réagir très fortement la sage-femme. Alors, on n'est pas, quand on arrive dans un orphelinat au Vietnam, au début des années 2000, on n'est pas accueillis à bras ouverts et on peut le comprendre. Et j'aimais cette prise de conscience-là, de dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on leur a fait à eux? Et c'est un rapport universel, c'est pas seulement la guerre, c'est l'impérialisme, c'est dans nos vies à nous plus intimes, comment on s'impose parfois et on écrase les autres, etc., etc. Oui, mais justement, vous avez joué aussi avec les deux cultures, mais d'une façon un peu insidieuse, je vais vous dire. D'abord,
vous faites parler, bien sûr, on entend parler le vietnamien, une langue que nous ne comprenons pas et qu'Isabelle ne comprend pas non plus, et aussi qui est un petit peu coupée par des silences. Et justement, ça nous aliène, ça nous dérange. Je suis sûre que vous l'avez bien étudié, ça, pour nous torturer un petit peu. Mais ma question est, quels autres traits culturels vous avez choisis pour justement jouer avec le spectateur et son émotion? Ben, très, très intéressante question. En fait, vous m'avez posé la question au début, je n'ai pas tout à fait répondu encore sur mon rapport au Vietnam et aux Vietnamiens. Euh, Ça a été d'abord une grande rencontre entre les Vietnamiens et moi, et moi et les Vietnamiens. On les connaît quand même très bien au Québec. Il y a une grande diaspora ici, mais je les connaissais peu, je vais être honnête avec vous. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vécu un peu comme Isabelle, hein. Je pense que je n'aurais pas pu faire ce film-là sans ce véhicule-là qui était une occidentale qui débarque au Vietnam. J'étais capable de m'identifier à ce personnage-là et j'ai voulu traduire le choc culturel un peu comme vous l'avez vécu, vous, comme spectateur. Donc, oui, le vietnamien, oui, une espèce de partie documentaire au film que j'intègre dans la fiction qui était en partie, oui, le choc que j'ai vécu parce que je suis allé plusieurs fois au Vietnam pour préparer le film. En même temps, pour traduire ce que Isabelle vivait, parce que quand on adopte un enfant, on y va 14 jours, 12 nuits, justement, on y va 2 semaines. On prend cet enfant, même s'il y a eu plusieurs mois de préparation, c'est le focus, c'est d'aller chercher l'enfant. Et donc, quand Isabelle y retourne 18 ans plus tard, et là, tout à coup, elle est submergée et immergée dans on le sait, nous, pour nous, les Occidentaux, l'Occident, l'Orient en général est plus dépaysant. Bref, et Hanoï particulièrement, c'est quand même une ancienne cité moyenâgeuse avec ses petites rues et son boucan d'enfer. Donc, s'il y avait tout ça de mélanger et en même temps, la grande sagesse, c'est un cliché, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça quand même. La grande sagesse des Vietnamiens, un peuple fort, digne, euh, qui a un rapport, c'est très difficile à percer, hein. Je me prétends absolument pas être un spécialiste du Vietnam, euh, mais il y a une part de mystère très grande. C'est des gens qui sont très, très accueillants, très sympathiques, mais qui sont peu loquaces, qui sont quand même, et je le dis dans le bon sens, peu impressionnés par l'étranger. On se balade au Vietnam tranquille, personne ne nous achale, comme on dit en québécois, tout le monde est poli et respectueux, mais ce n'est pas les gens qui vont naturellement aller vers l'étranger. Ils ont leur autonomie enfin. Ils ont combattu les plus grandes puissances à travers les siècles. Et c'est ça que j'ai senti, moi, cette espèce de force tranquille que j'ai mis au cœur du personnage de Thuy. Donc, cette femme, et on la voulait, la scénariste et moi, on la voulait très contemporaine, très moderne. C'est une artiste qui fait d'ailleurs de l'art contemporain, qui est en jeans, qui est très moderne, qui n'est pas comme ça aurait pu l'être dans un autre récit. C'est pas une mère démunie qui vit dans un quartier pauvre, etc. Elle avait quelque chose du Vietnam ouvert sur le monde, très, très, très actuel. Mais malgré ça, oui, encore prise avec ce culte des ancêtres, ce matriarcat très fort et les stigmas de la guerre. Bien évidemment, le Vietnam est pas encore, est encore pris avec ça. C'est sûr. Mais justement, c'est très, très intéressant ce que vous dites parce que vous touchez dans le film à plusieurs générations. Avec la jeune Thuy, avec sa grand-mère, avec Isabelle et son époux également, avec Clara. Mais à la fin du film, on a l'impression que vous avez vraiment construit une famille avec tous ces personnages disparates, justement. Comment vous avez fait? Vous touchez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que cette notion de famille, hein, je pense qu'on la vit tous en ce moment,
Vous-même, vous vivez à Toronto, je ne connais pas votre histoire. On est tous pleins d'exilés, d'immigrés, de gens, de familles reconstituées, d'enfants qui ont des parents parfois qui vivent sur 2 continents. J'ai un ami à moi qui a justement des enfants avec une Française et qui vivent en 2 continents. Donc, il y avait un peu cette idée-là de, bien, quand vous le dites, là, comme vous le dites, de réconcilier une famille symbolique, bien sûr, de la scène finale qui est en fait le partage des cendres était une idée que la scénariste avait dès le début, que j'ai toujours beaucoup aimée, que j'ai toujours trouvé précieuse, cette idée de pouvoir montrer visuellement dans un film symboliquement comment, et ces 2 mères-là, hein, 2 mères du même enfant, c'était quand même une idée assez forte, je trouvais, au départ, et comment elles ont pu penser, en tout cas, une partie des blessures et tout en faisant ce qu'on appelait, nous, dans la scénariste et moi, le partage des cendres, la cérémonie des cendres. Donc, et que ces 2 familles-là, à 14 000 kilomètres de distance l'une de l'autre, puissent continuer à exister. Je pense que le film oscille aussi entre l'hiver et l'été, la neige, la glace. Donc, cette mort, cette froideur au début du film, c'est les premières images du film, jusqu'à cette mer déchaînée de la fin qui, pour moi, était bon. C'était un moment de tournage incroyable d'ailleurs, d'avoir pu réussir à avoir cette tempête. On a un peu manœuvré avec la météo pour réussir à capter ça, mais c'est cette nature qui continue à gronder, hein, la présence de Clara qui est là, qui continue à vivre et qui revient dans sa chambre d'adolescente alors que la mère au Vietnam a aussi peut continuer à mieux vivre et peut-être à créer autrement. Hein, on a vu les œuvres que tu y faisais. Donc, quand je vous dis que c'est un film de poésie, c'est des choses aussi qui étaient écrites, qui étaient structurées, mais qui se sont déployées au tournage. Vous savez, comme moi, le cinéma, vous envoyez plein de films. Je pense que les meilleurs films, c'est les films où l'équipe de tournage, les créateurs, le cinéaste se fait surprendre, ils se font surprendre eux-mêmes sur le plateau. Et c'est certainement mon travail en documentaire depuis des années qui m'a permis de tourner ce film, je dois le dire, dans des conditions quand même très difficiles, des conditions de temps. J'avais 19 jours de tournage au Vietnam, pas un jour de plus. On sait que des longs métrages peuvent se tourner à facilement 30-35 jours. J'avais 5 petits jours au Québec. C'est un film qu'on appelle ici indépendant, avec un petit budget, mais qui a été fait avec une grande disponibilité des créateurs. Anne Dorval, les comédiens, Léana Chea qui joue le rôle de la Vietnamienne, l'équipe vietnamienne, l'équipe de production québécoise aussi, parce qu'on a voyagé avec des techniciens. Je parle beaucoup, je vous l'avais dit. Hein, Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est indissociable du film que vous avez vu. C'est-à-dire que ce travail des créateurs de premier plan, qui sont des gens que j'affectionne particulièrement, tant québécois qu'européens, que français aussi, parce qu'il y a des Français qui ont travaillé avec nous sur ce film, qui nous ont aidés à tourner au Vietnam, qui ont fait office d'interprète, etc. Mais il y avait beaucoup de... Je ne veux pas donner l'impression que c'était un film improvisé, loin de là, c'était très finalisé, très bien écrit, mais il y avait beaucoup d'impromptus, on va le dire comme ça, dans le film, et qui nous ont servi parce qu'on s'en est servi, parce qu'on était à l'écoute de ça. Et donc, c'est un film qui est presque tourné sur le vif. Avec Anne Dorval, il n'y a pratiquement pas de deuxième prise. On installait les choses et très peu de répétitions. Évidemment, beaucoup de discussions en amont, beaucoup de réflexions, beaucoup de lectures. Le scénario a évolué pendant 2 ans avant qu'on soit en train de le tourner là-bas. Je suis allé moi-même au Vietnam avec la scénariste faire le voyage du film 6 mois avant le tournage. Donc, il y avait une réflexion, mais quand on est arrivé pour le tourner, et je le voulais aussi, une espèce d'intensité du moment.
Oui. Justement, en parlant d'Anne Dorval, elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, Isabelle sait qui est Thuy, mais l'inverse non, ce qui est comme une bombe à retardement. Et au lieu de parler du film comme d'un drame, elle dit c'est un thriller. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est-à-dire que la notion de thriller, oui, il y avait quelque chose de... Moi, j'aimais beaucoup cette idée qui était plantée dès le départ de cette femme qui a ce secret. Et c'est les... Hein, elle n'est pas allée explicitement chercher la mère de sa fille, elle est allée en pèlerinage. Et les hasards de la vie la mettent sur le chemin de la mère. Et là, tout à coup, elle décide de garder ce secret. Et il y a beaucoup de travail qui s'est fait au montage. Ma grande complice Myriane Poirier qui a travaillé au montage, on a développé, oui, cette notion-là d'intrigue psychologique. D'ailleurs, les 10-12 premières minutes du film, hein, c'est une déconstruction. J'en avais parlé à un scénariste, d'ailleurs, je me souviens, j'avais dit, en venant du Vietnam, j'ai dit, je pense que le côté linéaire de l'histoire aurait besoin d'être fragmenté. Moi, je travaille toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il y a c'est pas pour faire du style ou pour donner un look, mais bien pour aller traduire une émotion. Et cette construction en thriller s'est révélée petit à petit dans le travail de montage et qui était aussi en partie dans l'histoire d'Isabelle qui s'en va là-bas et qui ne sait pas ce qui lui arrive. Oui. Et qui part. Il y avait des scènes dans le scénario où on explicitait davantage Isabelle et son mari au Québec avant le départ. Finalement, la contraction du temps du tournage et tout m'a pas permis de tout faire, mais je pense que ce n'était pas nécessaire finalement parce qu'on découvre avec elle ce qu'elle va faire là-bas. Et oui, j'aime cette idée, comme moi, comme spectateur, d'être dépaysé, d'être surpris, Et de toute façon, je suis sûr que les films que vous aimez en général, la linéarité n'est pas une règle absolue que je veux fuir, mais elle est parfois trop souvent utilisée comme un canevas trop attendu qui, moi, comme spectateur, ne me plaît pas. Mais c'est curieux, vous avez répondu à une de mes questions qui disait qu'il y a un tissage sans couture entre le passé et le présent, et ça nous fait découvrir donc certains objets et certaines scènes que nous ne comprenions pas au début, que nous comprenons mieux. Et j'allais vous poser la question justement, mais vous y avez répondu. Comment avez-vous travaillé avec votre monteuse justement? C'est ça. Bien, je vais lancer des fleurs à mon équipe. La direction artistique aussi est un travail de création très fin. Et André-Lyne Beauparlant, dans ce film-là, a fait un travail de... Ah, c'est pas un film d'effets spéciaux. C'est pas un film... Ben, remarquez qu'il y en a, des effets spéciaux. Oui, On ne les voit pas. On ne les voit pas. Enfin, j'espère qu'on ne les voit pas trop. Mais c'est un film où le jeu avec le présent, le passé, le Vietnam, le Québec, il y a beaucoup de travail de table, comme on appelle, de dessin de la directrice artistique, des décorateurs, des choses qui ont été finement placées dans la structure visuelle du film qui m'a permis aussi, comme vous le dites, de tisser sans couture et de faire glisser ces morceaux les uns sur les autres, mais les uns entre les autres aussi. Et ce que vous voyez au Vietnam, par exemple, en tout ce côté qu'on peut penser presque documentaire, Thuy qui est installé dans la maison de son oncle durant l'été, dans son petit atelier. Je vous dirais que tout ça n'existait pas avant le tournage et que c'est un travail de direction artistique exceptionnel. Ils ont reconstruit une partie de la maison. Ils ont créé cet atelier attenant à la maison comme si c'était dans un petit bâtiment de ferme. Bref, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail de direction artistique. Le choix des vélos, le choix évidemment, les costumes, etc. Donc, le choix de la maison au Québec, hein, sur le bord de la mer, l'hiver. Donc, tout ce travail-là se fait en amont. Et donc, quand on arrive au montage,
il y a déjà des codes visuels, il y a déjà une iconographie, il y a déjà un langage poétique que moi j'apporte à ma monteuse et qui l'inspire. Quelqu'un qui travaille avec des créateurs, je le dis tout le temps. Ce n'est pas des techniciens en cinéma, c'est des créateurs à part entière qui sont des artistes qui ont des sensibilités. Oui, je suis le maître d'œuvre, le chef d'orchestre, mais c'est un film qui nous a beaucoup inspirés. Je vous dirais, l'équipe et moi. C'est une histoire qui m'avait touché, que j'avais lue. Marie Vien avait écrit quelques pages au début. La productrice est venue me chercher. Elle dit, écoute, Jean-Philippe, je travaillais justement sur Unité 9 à l'époque, dans un monde de femmes, etc. Elle aimait beaucoup le travail que je faisais sur Unité 9 avec les femmes, avec une certaine sensibilité féminine. D'ailleurs, Unité 9, j'avais été invité dans les festivals et on croyait que c'était une femme qui avait réalisé, alors j'étais très flatté. Et donc, 14 jours, 12 nuits avait de ça, je vous dirais, dans ses racines. Et moi, comme père de famille qui a des enfants et tout, que le sentiment de maternité, de paternité, pour moi, c'est l'écho du même sentiment. Et ça a donné le film que vous avez vu. Oui. Justement, en parlant de votre équipe, il y a un autre élément qui, je trouve, qui est très rampant dans l'atmosphère, et il y a une fusion avec vos jeux de caméra également, c'est la musique. J'ai trouvé que la musique nous inspirait des émotions, une gamme très riche d'émotions, et en même temps, elle contribue à nous inquiéter, à nous angoisser, à nous interroger. Alors, comment vous avez travaillé également avec Bertrand Chénier? Il faut savoir que Bertrand, c'est un musicien qui avait fait très peu de musique de film et qui faisait beaucoup de musique pour la danse contemporaine. Ah, d'accord. Et j'aime beaucoup la danse contemporaine. Moi, comme créateur, ça me permet de sortir de la narrativité du cinéma. Et donc, je vais voir beaucoup de danse contemporaine pour mon plaisir. Bertrand, donc, travaillait comme ça. D'ailleurs, l'actrice vietnamienne Liana Chea, qui avait peu d'expérience au moment où je l'ai castée, est une danseuse contemporaine aussi. Donc, le rapport au corps, pour moi, était tellement important dans ce film-là. Et ce n'était pas un film qui reposait sur les dialogues, mais bien sur les silences et la présence. Et Bertrand Chénier travaille un peu comme ça, c'est-à-dire que lui, il travaille avec des corps en mouvement, parce que quand on est un musicien, on travaille avec des chorégraphes il fait de la danse. Donc, et il était habitué à faire des musiques qui durent pendant 50 minutes en continu. Un spectacle de danse de 50 minutes, 1h15. Donc, et j'ai eu envie, et il y a certains qui me l'ont reproché, mais bon, il faut se permettre et oser des choses comme créateur. J'ai eu envie de faire un peu la même chose que Bertrand faisait dans ses spectacles de danse, d'avoir presque un film musical à la limite qui nous emporte. C'est un film assez court, on le voulait 90 minutes, 100 minutes. On voulait ça assez ramassé. Et donc, ça a été fait un peu dans cet esprit-là. Donc, je ne suis même pas sûr que j'ai jamais dit ça à personne, ce que je vous révèle là, mais c'était vous me posez les questions, donc c'était dans l'intimité de notre travail. Et je disais souvent à Bertrand, je ne veux pas les codes habituels de la musique de film. Je n'ai pas envie. Oui, la musique est parfois dramatique, mais ce n'est pas tant pour souligner ce qui se passe à l'écran que pour. C'est presque un personnage aussi. C'est presque Clara qui est là en filigrane. Et le fait que la musique soit très présente est un choix évidemment délibéré et qui, oui, me permettait d'aller dans ce que moi je ressens parfois dans les spectacles de danse contemporaine, c'est-à-dire que ce n'est pas la narrativité qui importe, c'est bien l'enchaînement des émotions, c'est les schèmes, les postures artistiques, c'est les correspondances poétiques. Et Bertrand, oui, m'a beaucoup inspiré. Vous dites des choses merveilleuses sur votre équipe et en particulier, j'ai retenu dans une de vos entrevues, vous aviez dit à propos d'Anne Dorval, ici sa grande finesse du jeu est au service d'émotions très complexes. Alors,
je vous pose la question classique, pourquoi le choix de ces comédiennes? Ben, Anne Dorval, je vous dirais que c'est d'entrée de jeu. Hein. Quand j'ai lu vraiment le synopsis, quand on m'a approché pour faire ce film il y a plusieurs années, j'ai tout de suite pensé à elle. J'avais eu la chance de travailler avec Anne. J'étais jeune réalisateur. J'ai fait, je vous l'ai dit, des coproductions avec la France. J'ai travaillé un peu avec la France. J'ai travaillé sur une série de téléfilms qui m'a permis de faire mes armes. J'avais 25 ans, 27 ans. Et j'ai connu Anne Dorval à ce moment-là. Alors, faites le calcul, j'ai 53 ans, j'en avais 27. Et on s'est perdu de vue, mais j'ai toujours trouvé que c'était un interprète formidable. Ici au Québec, évidemment, qui fait beaucoup de comédie, qui fait rire encore, mais qui a aussi fait des grands rôles, vous le savez, avec Xavier Dolan notamment, mais dans plein de trucs, dans des émissions de télévision. Donc, c'est une grande actrice dramatique aussi et qui a une palette infinie. Et quand je l'ai abordée, j'ai dit à Anne, je l'ai appelée, j'ai dit, écoute Anne, c'est encore un rôle de mère, parce qu'elle en a joué beaucoup. Mais j'ai dit, je ne pense pas que c'est le genre de mère que tu n'as jamais joué. Et ben, écoute, elle dit, envoie-moi ton film, je serais ravi de le lire. Et elle m'a rappelé vraiment quelques jours plus tard. Là, je veux dire, les choses se font très simplement. Hein. Ici, à Montréal, je connais tout le monde, on se connaît tous. On n'a pas besoin de passer par les agences. Il y a quelque chose de très spontané dans notre façon d'organiser le travail. En tout cas, moi, je cultive beaucoup ça. Elle m'a rappelé quelques jours après, elle dit, Jean-Philippe, elle dit, j'ai adoré. C'est tellement bouleversant. Et tu as raison, je n'ai jamais joué un rôle comme ça. Et enfin, je me souviens très bien de ce qu'elle me disait, enfin, je pourrais être minimaliste et secrète et quitter l'hystérie et la folie que j'exploite par ailleurs très bien dans d'autres projets. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Et j'avais, vous pouvez l'imaginer, un immense plaisir et admiration de filmer cette femme qui a vécu, je ne sais pas, je pense qu'elle l'a relaté dans quelques entrevues, mais qui a vécu elle-même personnellement un choc culturel en arrivant au Vietnam. C'était sa première fois en Asie. Elle a été très malade en arrivant à Hanoï. Je le dis, bon, il n'y avait rien de dramatique, mais quand même, sur le coup, on était tous les deux un peu sous le choc. Je me souviens, les premières rencontres que j'ai eues, elle était alitée dans un hôpital à Hanoï. Alors, Anne, j'ai dit, je peux aller te visiter pour... Ça n'a pas de sens. Elle dit, mais oui, viens me visiter. Donc, on était dans cet hôpital vietnamien, elle et moi. C'était notre première rencontre à Hanoï. Et c'était à se demander, puis je faisais des blagues avec ça, c'était à se demander si ce n'était pas voulu de la part de l'actrice qui est si intelligente, qui est si pleine de finesse, de se mettre elle-même dans la peau d'Isabelle complètement déroutée. Et les premiers jours de tournage se sont déroulés à Hanoï. Et on n'a pas la chance souvent dans un film de pouvoir tourner l'histoire en chronologie. Et mon assistant réalisateur et les conditions ont fait qu'on a pu mettre en place un tournage en chronologie. Alors, Anne a vécu son choc culturel au départ. Moi, j'étais là depuis un peu plus longtemps, donc plus acclimaté, mais moi aussi, je suis passé par l'hôpital à un moment donné, parce que bon, on attrape toutes sortes de virus. Ça a été ça avec Anne. Ensuite, l'actrice vietnamienne, c'est un peu plus complexe parce que au Vietnam, on a fait du casting en amont plusieurs mois d'avance. Mais des femmes dans la trentaine qui parlent très bien français, qui sont vietnamiennes et actrices, il y en a très peu. Il y a encore des gens qui parlent français au Vietnam, mais ils sont plus rares, ils sont sont plus âgés. Donc, on a fait du casting à Paris et c'est là que Liana Chea est apparue. J'ai fait des pré-castings à Paris et ensuite à Montréal. Et j'ai demandé à Anne, on a travaillé avec 3 actrices, j'ai dit à Anne, moi, j'aimerais vraiment que tu sois avec moi dans ces séances d'audition qui sont des séances de travail. Hein. Ça passait 1h30, 2 heures avec chaque actrice, avec Anne. C'est beaucoup de générosité de la part d'Anne aussi. Et c'était un coup de cœur pour Liana. Liana nous a chaviré. Comme je vous ai dit, c'est une danseuse.
elle était intimidée par les dialogues et par le texte au début. Elle dit, c'est pas mon médium premier. Mais j'ai dit, écoute, c'est un film sur le non-dit, hein, sur les silences, sur l'introspection, et la manière que moi je vais aborder le jeu, c'est dans la retenue et dans l'intériorité et dans ta présence physique. Donc, elle a embarqué dans l'aventure, même si je la sentais un peu nerveuse. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, elle fait carrière en France, elle a embarqué dans plein de beaux projets. Donc, je pourrais parler aussi de tout le travail avec je ne sais pas si le temps file, là, mais tout le travail de casting exceptionnel avec les acteurs vietnamiens là-bas. Pour moi qui arrive là, qui a quelques mois passés à Hanoï, on a des acteurs d'un peu partout au Vietnam d'ailleurs, hein, parce que la production cinématographique se fait principalement à Saigon, donc Ho Chi Minh Ville. Il y a encore les deux appellations, dépendamment de si on vient du nord ou du sud. Mais bref, donc dans le film, vous retrouvez, pour ceux qui connaissent bien le Vietnam, des acteurs à la fois du sud et du nord. Ce qui, pour certains Vietnamiens, était une contradiction, presque de l'hérésie, parce que on le dit même dans le film, Thuy le dit, hein, c'est presque deux pays encore. La fracture est encore très forte entre le nord et le sud. Mais bon, moi, j'ai pris des acteurs qui m'inspiraient et ces acteurs vietnamiens-là de grand talent qui sont pour la plupart très, très connus au Vietnam. Alors, je me souviens, les attroupements à Hanoï, j'oublie le nom de cette dame magnifique qui joue la grand-mère, qui est très, très, très connue, qui était une icône au Vietnam. Alors que moi, je ne le mesurais pas jusqu'à ce que la circulation s'arrête à Hanoï. Et Dieu sait qu'il y a des voitures. Donc, ça a été un tournage, comme vous pouvez le voir, vraiment comme le film l'est, c'est-à-dire au confluent de deux cultures. Moi, je n'étais pas là pour imposer la mienne, j'étais là pour écouter la leur. J'étais là pour suivre ce personnage de Isabelle, d'accompagner Anne dans ses découvertes aussi. Hein. Il y avait cette partie documentaire, vous voyez, il y a des manifestations dans la ville, les drapeaux, etc. On avait fini notre journée de tournage, on retournait à l'hôtel et j'ai vu ça dans la ville. J'ai dit, mais il faut faire quelque chose. J'ai dit, Anne, je te fais te balader là-dedans, ton personnage serait à tel moment du film, tu reviens de l'orphelinat. Elle dit, mais t'es pas sérieux, on vient de tourner une journée complète. Et on est reparti tourner dans la nuit à Hanoï. Et finalement, ça a donné quelque chose d'intéressant. On le sait, on a tous vécu le choc culturel, on est en voyage, on apprend une nouvelle et on se retrouve dans un carnaval là, quelque part. Donc, tout ça ponctue le film. Certainement, mais j'aimerais un petit peu retourner sur ce que vous aviez dit, que vous y étiez dur à situer dans votre itinéraire. Mais il y a quelque chose qui est constant, c'est l'art. Et justement, ce qui est extraordinaire, et vous en parlez un tout petit peu aussi du côté secret des Vietnamiens, c'est comment vous nous avez fait pénétrer dans ce petit atelier ou ce studio de Thuy avec ces visages de femmes où on leur enlève leur bouche, on leur enlève une partie du regard. Est-ce que j'ai trouvé cette introduction et cette vision des femmes extrêmement émouvante? Est-ce que c'est la traduction de la douleur de Thuy ou est-ce que c'est une façon que vous avez à nous dire que les femmes sont encore soumises et on ne leur donne pas toute leur force et leur énergie? Je vous dirais les deux. Vous avez tout à fait raison. J'ai fait des documentaires sur les artistes québécois, des écrivains, même chefs cuisiniers. J'ai fait un documentaire sur le Cirque du Soleil. Je suis entouré d'amis artistes, musiciens, metteurs en scène. Et oui, dans le 14 jours, 12 nuits, que Thuy soit artiste, c'était une idée d'ailleurs qui était que Marie-Vien avait dès le départ. Elle aussi aime beaucoup l'art, elle est musicienne elle-même. Et ce que je vous ai fait vivre dans le film était, et c'est là où ça rejoint le documentaire et c'est assez incroyable, je vous ai fait vivre ce que moi j'ai vécu dans un atelier d'artiste
à Hanoï au mois d'octobre. Le film s'est tourné au mois de janvier, février. Quand j'étais seul avec la directrice artistique pendant 5 semaines à me balader au Vietnam, comme on savait que le personnage de Thuy était une artiste dans le film et qu'il y avait des représentations des œuvres de Thuy, de cette mère, oui, vous avez raison, qui représente en partie les douleurs qu'elle a vécues, cette fille anonyme, les visages un peu effacés, cette fille anonyme qu'elle n'a jamais connue, qu'on lui a arraché des mains. Comment rendre ça dans un film? Je vous dirais que c'était un des grands défis parmi tous les autres. Et j'ai dit, il n'y a pas moyen pour moi de mettre ça à l'écran si je n'ai pas un artiste vietnamien qui peut m'aider à traduire ce que le personnage de Thuy veut traduire. Et donc, pour ça, il faut aborder le monde de l'art vietnamien, rencontrer des artistes, leur faire lire le scénario et arriver à un rendu visuel qui me touche, qui soit à la hauteur de nos attentes. Honnêtement, je n'y croyais pas. Je croyais pas. J'ai dit, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire parce que c'est 2 œuvres. Hein, je veux dire, moi, je fais un film. Thuy, elle est une artiste dans l'histoire. Alors, ce n'était pas obligatoire de voir ce qu'elle fait comme création. Mais je suis rentré, donc, ma directrice artistique a fait milliers de démarches. On nous a aiguillés vers cet artiste vietnamien contemporain, dont j'oublie le nom malheureusement, je m'en excuse. C'est des noms vietnamiens. Et quand je suis entré dans son atelier, j'ai vécu ce que Isabelle a vécu en entrant dans l'atelier de Thuy. J'ai été extrêmement troublé, ému, bouleversé. C'est un artiste contemporain qui a fait beaucoup de toiles et d'images, je ne dirais pas pamphlétaires, mais qui dénonçaient la guerre, en tout cas les séquelles de la guerre. Qui est un peu comme moi, qui est un féministe, qui vit avec une femme vietnamienne, qui a des enfants, et ça pour moi c'est très important dans le film, parce que c'est très difficile pour les femmes au Vietnam, même encore aujourd'hui. On dit que c'est une société matriarcale. C'est vrai que les femmes là-bas sont très émancipées, très fortes, mais c'est encore une société où la domination des hommes, je ne veux pas partir là-dessus très longtemps, mais vous pouvez l'imaginer, c'est un pays communiste. On emprisonne encore des étudiants, alors que quand on était en tournage là-bas, Facebook est surveillé comme c'est pas possible. Donc, tout ça faisait partie de la création et de la culture de cet artiste peintre. Et quand je lui ai proposé le film, il a lu le scénario. Homme de peu de mots, un gars de mon âge. Et quand il nous a invités chez lui pour le thé, et il m'a dit, c'est la première fois que je vois un film d'un occidental, d'un étranger, parler de la guerre du Vietnam avec son regard. Pour lui, c'était clair que c'était un film sur les conséquences de la guerre du Vietnam, alors que j'ai fait lire le scénario à d'autres personnes en Amérique, et ce n'était pas la première chose qu'il voyait. Et pour lui, ça l'a complètement touché. Et il dit, oui, je vais te proposer quelque chose. Et bien sûr, avec un contrat et avec un engagement, mais il dit, si tu n'aimes pas mes œuvres, tu ne me paies pas et je ne serai pas offusqué, je sais que tu fais de la création. Et il comprenait l'enjeu. Et il dit, tu me donnes 2 mois. Alors moi, je suis à 2 mois du tournage. J'ai trouvé cet artiste-là, évidemment, j'étais ému par ce qu'il faisait, mais c'était une rencontre incroyable. C'était une rencontre incroyable. Et 2 mois plus tard, je vous jure, quelques jours avant le tournage, il nous rappelle, il ne m'a rien montré, il ne m'a rien dit. Et ce que vous avez vu dans le film, c'est des œuvres originales que moi, j'ai vues pour la première fois dans son atelier, qui ont été réalisées sur des grands rouleaux de papier de riz. C'est des papiers de riz qui ont été faits dans des petites papeteries artisanales dans la campagne vietnamienne. Et c'est des rouleaux qui dataient d'il y a 20 ans. Donc, c'est des papiers vintage qui ont déjà un vécu, qui ont séché pendant des années. Et comme il y avait un petit atelier, c'est pas très grand, hein, les ateliers d'artistes à Hanoï, je peux vous dire, ces rouleaux étaient déroulés au sol, donc je ne pouvais pas entrer. Il a ouvert la porte
Et ces œuvres que vous voyez dans le film étaient posées au sol devant moi. J'étais avec la directrice artistique et je vous jure, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pleuré pendant, je sais pas, pendant 10 minutes. J'étais intarissable. Et lui, il était tellement nerveux. Il dit, si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. Je dis, mais non, mais c'est extraordinaire. Vous avez fait des œuvres extraordinaires. C'est un artiste d'ailleurs qui a été beaucoup exposé à Paris, à l'international, qui finalement a quitté la carrière internationale pour vivre au Vietnam avec sa femme et ses enfants. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent. Je vous ai fait une longue histoire, mais je trouvais que c'est une anecdote qui révèle un peu le processus de création du film, qui révèle l'authenticité. Comme je dis souvent, ça ne coûte rien de préparer un film. Hein. C'est la directrice artistique et moi au Vietnam pendant des semaines, on couchait dans les petites auberges, on avait une petite bagnole et c'est tout, là. Bref, cet artiste-là a permis, je pense, d'ajouter une couche de lecture au film, à la situation de Thuy, mais à la situation des femmes au Vietnam aussi. Tout à fait, parce que justement, l'art, dans toutes ses formes, est au cœur de votre film. Mais je dois vous dire, et je vais conclure, que quelque chose que vous avez dit, je voulais quelque chose de vrai, d'intime et de puissant. Et vous l'avez fait. Alors, merci de tout cœur de nous avoir fait ce cadeau magnifique. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir et merci pour votre excellente entrevue. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé du film. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Jean-Philippe, et merci beaucoup, Marcel. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est une occasion unique. Dans le chat ou en direct, comme vous le souhaitez. Et puis sinon, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. En documentaire, on me disait toujours, quand on posait les questions et qu'on n'avait pas de réponse, il faut attendre presque 1 minute. Des fois, quand j'étais jeune réalisateur, je laissais tourner la caméra et je coupais. Je dis, bon, mais c'est bon. Et avec le temps, j'attendais un peu plus. Alors, on est encore patient quelques secondes. Ah, une question là. Sur quel projet travaillez-vous actuellement? Ouais. Voilà. Actuellement, à Montréal, je travaille avec une scénariste exceptionnelle qui a fait donc la série sur les femmes en prison qui s'appelle Unité 9. J'ai travaillé avec elle aussi comme réalisateur sur une télésérie qui vient de prendre fin là, à Radio-Canada, qui s'appelle Toute la vie, qui parlait des jeunes filles en détresse, des jeunes adolescentes en détresse et enceintes qui vivaient toutes sortes de drames, donc dans un petit centre d'accueil pour adolescentes. Et je poursuis toujours, c'est une trilogie dans le fond avec cette autrice Danielle Trottier, toujours à la télévision québécoise, sur la violence des hommes envers les femmes. Donc, c'est une série extrêmement dramatique qui, oui, continue un peu, je vous dirais, dans la lignée de l'humanisme et avec une approche presque documentaire. Et je travaille aussi sur un long métrage, vous aviez raison de le dire, qui touche encore au côté artistique. Donc, je suis en train de bâtir un film autour des chansons de Jean Leloup, donc chanteur québécois bien connu. Ce n'est pas du tout une biographie, c'est plutôt un film musical sur la maladie mentale. Donc, voilà, je suis habité par la création à temps plein, malgré le climat social qui me pèse un peu, je dois dire. Mais voilà, on est tous dans le même bateau. Est-ce que je vois une question ici? Oui, on dirait. Oui. Quelles sont les différences pour vous entre travailler pour la télé et le cinéma? J'aime bien voir les similitudes au départ. Moi, je ne suis pas un gars a priori de télé. La télé est devenue, vous l'avez sans doute vu vous aussi, permet jusqu'à un certain point d'exprimer des talents artistiques. Il y a des grands cinéastes qui ont fait des séries télé. C'est un médium complètement différent, sans doute aussi, mais
je vous dirais, les similitudes, c'est le travail avec les acteurs, cette volonté d'aller au cœur de l'humain, de chercher la fibre intime des personnages et de raconter des histoires qui ont, en tout cas la plupart du temps, pour moi en télévision depuis 10 ans, une résonance sociale. Ça me plaît beaucoup. Le cinéma me permet d'aller complètement dans une autre dimension. Alors, au cinéma, on est justement comme dans 14 jours, 12 nuits. Je le disais d'entrée de jeu, hein, d'être dépassé par ce qu'on fait. Bon, la télé est quelque chose de plus, je dirais pas, mais oui, il y a une rapidité dans le travail de création en télé et de structure. On a besoin d'être très organisé. Le cinéma permet l'exploration de l'intime, et ça, pour moi, c'est autant comme spectateur que comme créateur, c'est absolument incroyable. Et bon, je vous parlais de mon nouveau projet sur la maladie mentale et la musique. Je ne peux pas faire ça en télé. Enfin, je n'aurais pas l'espace pour aller dans les profondeurs que je vais aller visiter. Voilà, donc je ne suis absolument pas... Je ne suis pas à la même place que j'étais par rapport à la télévision que quand j'ai commencé dans les années 90. Peut-être que la télé avait moins investi encore du côté de la création. Les cinéastes s'étaient moins investis dans ce médium. J'étais jeune cinéaste, j'étais très intello, je sortais de l'université, j'écoutais des films d'auteur et rien d'autre n'existait. Je suis assez fier de faire la télé comme je l'ai fait, c'est-à-dire avec, oui, une signature d'auteur malgré tout, et de toucher à des sujets sociaux forts. Mais le cinéma restera pour moi un médium qui encore aujourd'hui m'intimide et en même temps m'inspire beaucoup. Alors, nous n'avons pas d'autres questions, mais nous avons un commentaire donc de Souyen. Pas de questions, mais une grande gratitude à l'Alliance française de Toronto, non seulement pour ce beau film, mais aussi pour cette entrevue. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui a participé à ce film, qui nous remet en contact avec notre humanité. Donc, merci beaucoup, Souyen, pour ce gentil commentaire. Oui, ça fait plaisir, sincèrement, ça fait plaisir. C'était très intéressant, c'était vraiment passionnant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va finir sur ça. Merci encore, Jean-Philippe, pour cette belle entrevue. Et merci à toi, Marcel, également. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, notre prochain film, c'est demain soir. C'est Mathias et Maxime de Xavier Dolan, en présentiel à l'Alliance française à partir de 19h. Et ensuite, nous aurons une autre entrevue aussi en présentiel avec Éric Kader et Marcel Léand. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir et bon cinéma. Merci d'apporter du cinéma francophone à Toronto, vraiment. On essaie. Lâchez pas, merci. 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 Au revoir.